Bonsoir à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Alors ce soir, cette nuit, c'est avec Stendhal que nous allons partir en vadrouille puisqu'en effet, nous allons poursuivre la lecture d'Armance, un roman qui nous raconte l'histoire d'Armance et d'Octave, donc de jeunes cousins d'une vingtaine d'années qui tombent fous amoureux l'un de l'autre et Octave ne pouvant assumer cet amour décide de partir et d'abandonner lâchement Armance. Chapitre 19. Octave crut remarquer que mademoiselle de Zoïloff le regardait quelquefois avec assez de tranquillité. En dépit de sa farouche vertu qui lui défendait hautement de songer à des rapports qui n'existaient plus, il ne put s'empêcher que c'était la première fois qu'il la revoyait depuis qu'il s'était avoué qu'il l'aimait le matin dans le jardin. Il était troublé par la nécessité d'agir. C'est donc là, se dit-il, l'impression que fait la vue d'une femme qu'on aime. Mais il est possible, qu'Armance n'ait pour moi que de l'amitié. Cette nuit, c'était encore un mouvement de présomption qui me fait penser le contraire. Durant ce pénible déjeuner, on ne dit pas un mot du sujet qui occupait tous les cœurs. Pendant qu'Octave était chez son père, Madame de Malivert avait fait appeler Armance pour lui apprendre l'étrange projet de voyage. Cette pauvre fille avait besoin de sincérité et elle ne put s'empêcher de dire à Madame de Malivert « Eh bien, maman, vous voyez si vos idées étaient fondées. » Ces deux aimables femmes étaient plongées dans la plus amère douleur. « Quelle est la cause de ce départ ?» répétait Madame de Malivert. « Car ce ne peut être un trait de folie. Tu l'en as guéri. » Et il fut convenu qu'on ne parlerait à personne du voyage d'Octave, pas même à Madame de Bonnivet. Il ne fallait pas le lier à son projet, et peut-être, disait Madame de Malivert, nous est-il encore permis d'espérer. Il abandonnera un dessein si brusquement conçu. C'est le contre-coup de quelque événement désagréable. Cette conversation rendit plus cruelle, s'il est possible, la douleur d'Armance. Toujours fidèle au silence éternel qu'elle croyait devoir aux sentiments qui existaient entre elle et son cousin, elle portait la peine de sa discrétion. Les paroles de Madame de Malivert, de cette amie si prudente et qui l'aimait si tendrement, portant sur des faits qu'elle ne connaissait que d'une manière imparfaite, n'étaient d'aucune consolation pour Armance. Et cependant, quel besoin n'eût-elle pas eu de consoler une amie sur les diverses causes qui lui semblaient avoir pu amener également la conduite si bizarre de son cousin. Mais rien au monde, pas même la douleur atroce qui déchirait son cœur, ne pouvait lui faire oublier ce qu'une femme se doit à elle-même. Elle serait morte de honte plutôt que de répéter les paroles que l'homme qu'elle préférait lui avait adressées le matin. Si je faisais une telle confidence, disait-elle, et qu'Octave le sût, il cesserait de m'estimer. Après le déjeuner, Octave se hâta de partir pour Paris. Il agissait brusquement, il avait renoncé à se rendre raison de ses mouvements. Il commençait à sentir toute l'amertume de son projet de départ et redoutait le danger de se trouver seul avec Armance. Si son angélique bonté n'était pas irritée de l'effroyable dureté de sa conduite, si elle daignait lui parler, pouvait-il se promettre de ne pas s'attendrir en disant un éternel adieu à cette belle cousine, si parfaite? Elle verrait qu'il l'aimait. Il n'en faudrait pas moins partir ensuite et avec le remords éternel de n'avoir pas fait son devoir même en ce moment suprême. Ses devoirs les plus sacrés n'étaient-ils pas envers l'être qui lui était le plus cher au monde et dont peut-être il avait compromis la tranquillité? Octave sortit de la cour du château avec le sentiment qu'on aurait en marchant à la mort. Et à vrai dire, il eût été heureux de n'avoir que la douleur d'un homme qu'on mène au supplice. Il avait redouté la solitude du voyage, il ne souffrit presque pas. Il s'étonna de ce moment de répit que lui donnait le malheur. Il venait d'avoir une leçon de modestie trop sévère pour attribuer cette tranquillité à cette veine philosophique qui faisait autrefois son orgueil. À cet égard, le malheur avait fait de lui un homme nouveau. Ses forces étaient épuisées par tant d'efforts et de sentiments violents. Il ne pouvait plus sentir.
À peine fut-il descendu d'Andilly dans la plaine qu'il tomba dans un sommeil léthargique et il fut étonné en arrivant à Paris de se trouver conduit par le domestique qui, en partant, était derrière son cabriolet. Armance, caché dans les combles du château, derrière une persienne, avait suivi de l'œil tous les détails de ce départ. Lorsque le cabriolet d'Octave eut disparu derrière les arbres, immobile à sa place, elle se dit « Tout est fini. Il ne reviendra pas. » Vers le soir, après qu'elle eut longtemps pleuré, une question qui se présenta fit un peu diversion à sa douleur. Comment cet Octave, si distingué par la politesse de ses manières et dont l'amitié était si attentive, si dévouée, peut-être même si tendre, ajouta-t-elle en rougissant, hier soir, lorsque nous nous promenions ensemble, a-t-il pu prendre un ton si dur, si insultant, si étranger à toute sa manière d'être dans l'intervalle de quelques heures? Certainement, il n'a rien pu apprendre de moi qui ait pu l'offenser. Armance cherchait à se rappeler tous les détails de sa conduite, avec le désir secret de rencontrer quelque faute qui pût justifier le ton bizarre qu'Octave avait pris avec elle. Elle ne trouvait rien de répréhensible. Elle était malheureuse de ne se voir aucun tort, lorsque tout à coup, une ancienne idée se réveilla. Octave n'avait-il point éprouvé une rechute de cette fureur qui autrefois l'avait porté à plusieurs violences singulières? Ce souvenir, quoique fort pénible d'abord, fut un trait de lumière. Armance était si malheureuse que tous les raisonnements qu'elle put faire lui prouvèrent bientôt que cette explication était la plus probable. Ne pas voir Octave injuste, quelle que pût être son excuse, était pour elle une extrême consolation. Quant à sa folie, s'il était fou, elle ne l'en aimait qu'avec plus de passion. Il aura besoin de tout mon dévouement, et jamais ce dévouement ne lui manquera, ajouta-t-elle, les larmes aux yeux, et son cœur palpitait de générosité et de courage. Peut-être en ce moment, Octave s'exagère-t-il l'obligation où se trouve un jeune gentilhomme qui n'a encore rien fait, d'aller au secours de la Grèce. Son père ne voulait-il pas, il y a quelques années, lui faire prendre la croix de Malte? Plusieurs membres de sa famille ont été chevaliers de Malte. Peut-être, comme il hérite de leur illustration, se croit-il obligé de tenir les serments qu'ils ont faits de combattre les Turcs? Armance se souvint qu'Octave lui avait dit un jour, le jour où l'on apprit la prise de Missolonghi, « Je ne conçois pas la belle tranquillité de mon oncle le commenteur, qui lui a fait des serments et qui, avant la Révolution, touchait les fruits d'une commanderie considérable. Et nous voulons être respectés du parti industriel. » À force de songer à cette manière consolante d'expliquer la conduite de son cousin, Armance se dit peut-être quelques motifs personnels est-il venu se joindre à cette obligation générale par laquelle il est fort possible que l'âme noble d'Octave se croit liée. L'idée de se faire prêtre qu'il a eue autrefois, avant les succès d'une partie du clergé, a peut-être fait tenir sur son compte quelques propos récents. Peut-être croit-il plus digne de son nom d'aller montrer en Grèce qu'il n'a pas dégénéré de ses ancêtres que de chercher à Paris quelque affaire obscure dont le motif serait toujours pénible à expliquer et pourrait faire tâche. Il ne me l'a pas dit parce que ces sortes de choses ne se racontent pas à une femme. Il a craint que l'habitude de confiance qu'il a pour moi ne le portât à me l'avouer. De là la dureté de ses paroles. Il ne voulait pas être entraîné à me faire quelque confidence peu convenable. C'est ainsi que l'imagination d'Armance s'égarait dans des suppositions consolantes, puisqu'elle lui peignait Octave innocente et généreux. Ce n'est que par excès de vertu, se disait-elle, les larmes aux yeux, qu'un être aussi généreux peut avoir l'apparence d'un tort. Chapitre 20.
Pendant qu'Armand se promenait seul dans une partie du bois d'Andilly, inaccessible à tous les yeux, Octave était à Paris occupé des préparatifs de son départ. Il éprouvait des alternatives d'une sorte de tranquillité étonnée d'elle-même, suivie d'instants du désespoir le plus poignant. Essaierons-nous de rappeler les différents genres de douleurs qui marquaient chaque instant de sa vie? Le lecteur ne se lassera-t-il pas de ces tristes détails? Il lui semblait entendre constamment parler tout près de son oreille et cette sensation étrange et imprévue l'empêchait d'oublier un instant son malheur. Les objets les plus indifférents lui rappelaient Armance. Sa folie allait au point de ne pouvoir apercevoir à la tête d'une affiche ou sur une enseigne de boutique un A ou un Z, sans être violemment entraîné à penser à cette Armance de Zoïloff qu'il s'était juré d'oublier. Cette pensée s'attachait à lui comme un feu dévorant et avec tout cet attrait de nouveauté, avec tout l'intérêt qu'il y eût mis, si depuis des siècles l'idée de sa cousine ne lui fût apparue. Tout conspirait contre lui. Il aidait son domestique, le brave Vorep, à emballer des pistolets. Le bavardage de cet homme, enchanté de partir seul avec son maître et de disposer de tous les détails, le distrayait un peu. Tout à coup, il aperçoit ces mots gravés en caractères abrégés sur la garniture d'un des pistolets. Armand s'essaye de faire feu avec cette arme le 3 septembre 1820. Il prend une carte de la Grèce en la dépliant. Il fait tomber une de ses aiguilles garnies d'un petit drapeau rouge avec lesquels Armand marquait les positions des Turcs lors du siège de Missolonghi. La carte de la Grèce lui échappa des mains. Il resta immobile de désespoir. « Il m'est donc défendu de l'oublier », s'écria-t-il en regardant le ciel. C'était en vain qu'il cherchait à se donner quelque fermeté. Tous les objets qui l'environnaient portaient les marques du souvenir d'Armance. L'abrégé de ce nom chéri, suivi de quelques dates intéressantes, était écrit partout. Octave errait à l'aventure dans sa chambre. Il donnait des ordres qu'il révoquait à l'instant. « Ah, je ne sais ce que je veux, se dit-il, au comble de la douleur. Oh ciel, comment peut-on souffrir davantage ?» Il ne trouvait de soulagement dans aucune position. Il faisait des mouvements bizarres, et s'il en recueillait un peu d'étonnement et de douleur physique pendant une demi-seconde, il était distrait de l'image d'Armance. Il essaya de se causer une douleur physique assez violente toutes les fois que son esprit lui rappelait Armance. De toutes les ressources qu'il imagina, celle-ci fut la moins inefficace. « Ah, se disait-il en d'autres moments, il ne faut jamais la revoir. Cette douleur l'emporte sur toutes les autres. C'est une arme acérée dont il faut user la pointe à force de m'en percer le cœur. » Il envoya son domestique acheter quelqu'une des choses nécessaires au voyage. Il avait besoin d'être débarrassé de sa présence autour de lui. Il voulait pendant quelques instants se livrer à son affreuse douleur. La contrainte semblait l'envenimer encore. Il n'y avait pas 5 minutes que ce domestique était hors de la chambre qu'il lui sembla qu'il aurait trouvé du soulagement à pouvoir lui adresser la parole. Souffrir dans la solitude était devenu le pire des tourments et ne pouvoir se tuer, s'écria-t-il. Il se mit à la fenêtre pour tâcher de voir quelque chose qui pût occuper son esprit un instant. Le soir vint, l'ivresse ne lui fut d'aucun secours, il en avait espéré un peu de sommeil et elle ne lui donna que de la folie. Effrayé des idées qui se présentaient à lui et qui pouvaient le rendre la fable de la maison et compromettre Armance indirectement, il vaudrait mieux, se dit-il, m'accorder la permission de finir et il s'enferma à clé. La nuit était avancée. Immobile sur le balcon de sa fenêtre, il regardait le ciel. Le moindre bruit attirait son attention. Mais peu à peu, tous les bruits cessèrent. Ce parfait silence, en le laissant tout entier à lui-même, lui parut ajouter encore à l'horreur de sa position. L'extrême fatigue lui procurait-elle un instant de demi-repos. Le bourdonnement confus de paroles humaines qu'il lui semblait entendre près de son oreille le réveillait en sursaut. Le lendemain, lorsqu'on entra chez lui, le tourment moral qui le poussait à agir était si atroce qu'il se sentit l'envie de sauter au cou du coiffeur qui lui coupait les cheveux.
et de lui dire combien il était à plaindre. C'est par un cri sauvage que le malheureux que torture le bistouri du chirurgien croit soulager sa douleur. Dans les moments les plus supportables, Octave se trouvait le besoin de faire la conversation avec son domestique. Les minuties les plus puériles semblaient absorber toute son attention et il s'y appliquait avec un soin marqué. Son malheur lui avait donné une excessive modestie. Sa mémoire lui rappelait-elle quelqu'un de ces petits différends que l'on rencontre dans le monde ? Il s'étonnait toujours de l'énergie peu polie qu'il avait déployée. Il lui semblait que son adversaire avait eu toute raison et lui tous les torts. L'image de chacun des malheurs qu'il avait rencontrés dans sa vie se représentait à lui avec une intensité douloureuse. Et parce qu'il ne devait plus voir Armance, le souvenir de cette foule de petits mots qu'un de ses regards lui avait fait oublier se réveillait plus acerbe que jamais. Il n'avait été. Lui qui avait tant abhorré les visites ennuyeuses, il les désirait maintenant. Un sot qui vint le voir fut son bienfaiteur pendant 1 heure. Il eut à écrire une lettre de politesse à une parente éloignée. Cette parente fut tentée d'y voir une déclaration d'amour tant il parlait de lui-même avec sincérité et profondeur, et tant on y voyait que l'auteur avait besoin de pitié. Au milieu de ces alternatives douloureuses, Octave était arrivé au soir du second jour depuis qu'il avait quitté Armance. Il sortait de chez son cellier. Tous ses préparatifs allaient enfin être terminés dans la nuit, et dès le lendemain matin, il pourrait partir. Devait-il retourner à Andilly ? Telle était la question qu'il agitait avec lui-même. Il voyait avec horreur qu'il n'aimait plus sa mère, car elle n'entrait pour rien dans les raisons qu'il se donnait pour revoir Andilly. Il redoutait la vue de mademoiselle de Zoïloff, et d'autant plus que, dans de certains moments, il se disait « Mais toute ma conduite n'est-elle pas une duperie ?» Il n'osait se répondre « Oui, mais alors le parti de la tentation disait « N'est-ce pas un devoir sacré de revoir ma pauvre mère à qui je l'ai promis ?» Non, malheureux, s'écriait la conscience, cette réponse n'est qu'un subterfuge, tu n'aimes plus ta mère. Dans ce moment d'angoisse, ses yeux s'arrêtèrent machinalement sur une affiche de spectacle. Il y vit le mot Othello, écrit en fort gros caractères. Ce mot lui rappela l'existence de Madame d'Aumale. Peut-être sera-t-elle venue à Paris pour Othello. En ce cas, il est de mon devoir de lui parler encore une fois. Il faut lui faire envisager mon voyage si subit comme l'idée d'un homme qui s'ennuie. J'ai longtemps dérobé ce projet à mes amis, mais depuis plusieurs mois, mon départ n'était retardé que par ces sortes de difficultés d'argent dont on ne peut parler à des amis riches. Chapitre 21. Octave entra au théâtre italien. Il y trouva en effet Madame d'Aumale et dans sa loge un marquis de Crèvecoeur. C'était un des faits qui obsédait le plus cette femme aimable. Avec moins d'esprit ou plus de suffisance que les autres, il se croyait distingué. À peine Octave parut-il que Madame d'Aumale ne vit plus que lui. Et le marquis de Crèvecoeur, outré de dépit, sortit sans que son départ fût même remarqué. Octave s'établit sur le devant de la loge et par habitude prise, car ce jour-là, il était loin de chercher à affecter quoi que ce soit, il se mit à parler à Madame d'Aumale d'une voix qui quelquefois couvrait celle des acteurs. Nous avouerons qu'il outrepassa un peu le degré d'impertinence toléré. Et si le parterre du théâtre italien eût été composé comme celui des autres spectacles, il eût eu la distraction d'une scène publique. Au milieu du second acte d'Othello, le petit commissionnaire qui vend les librettis d'opéra et les annonces d'une voix nasillarde vint lui apporter le billet suivant. « J'ai naturellement, monsieur, assez de mépris pour toutes les affectations. On en voit dans le monde que je ne m'en occupe que lorsqu'elles me gênent. Vous me gênez par le tapage que vous faites avec la petite d'Aumale. Taisez-vous. J'ai l'honneur d'être, etc., etc. Le marquis de Crèvecoeur, rue de Verneuil, numéro 54. » Octave fut profondément étonné de ce billet qui le rappelait aux intérêts vulgaires de la vie. Il fut d'abord comme un homme qu'on aurait tiré de l'enfer pour un instant. Sa première idée fut d'affecter la joie qui bientôt inonda son âme. Il pensa que la lorgnette de M. de Crèvecoeur devait être dirigée vers la loge de Madame d'Aumale et que ce ne serait un avantage pour son rival, et que ce serait un avantage pour son rival si elle avait l'air de moins s'amuser après son billet. Ce mot de rival qu'il employa en se parlant à lui-même le fit pouffer de rire. Son regard était étrange. « Qu'avez-vous donc ?» demanda Madame d'Aumale. « Je pense à mes rivaux.
Peut-il y avoir sur la terre un homme qui prétende vous plaire autant que je le fais? Une aussi belle réflexion valait mieux pour la jeune comtesse que les accents les plus passionnés de la sublime Pasta. Le soir, fort tard, après avoir reconduit chez elle Madame d'Aumale, qui voulut souper, Octave, rendu à lui-même, était tranquille et gai. Quelle différence avec l'état où il se trouvait depuis la nuit passée dans la forêt. Il était assez malaisé pour lui d'avoir un témoin. Ses manières tenaient tellement à distance, et il avait si peu d'amis qu'il craignait beaucoup d'être indiscret en priant un de ses compagnons de vie de l'accompagner chez M. de Crèveroche. Il se souvint enfin d'un monsieur Dollier, officier de demi-solde, qu'il voyait fort peu mais qui était son parent. Il envoya à 3 heures du matin un billet chez le portier de monsieur Dollier. À 5h30, il y était lui-même et peu après, ces messieurs se présentèrent chez monsieur de Crèveroche, qui les reçut avec une politesse un peu maniérée mais enfin fort pure de forme. « Je vous attendais, messieurs, » leur dit-il d'un air libre. « J'ai eu l'espérance que vous voudriez bien me faire l'honneur de prendre du thé avec mon ami monsieur de Mélan, que j'ai l'honneur de vous présenter, et moi. » On prit du thé. En se levant de table, monsieur de Crèveroche nomma le bois de Meudon. « La politesse affectée de ce monsieur-là commence à me donner de l'humeur pour mon compte, » dit l'officier de l'ancienne armée, en remontant dans le cabriolet d'Octave. « Laissez-moi mener, ne vous gâtez pas la main. Combien y a-t-il de temps que vous n'êtes entré dans une salle d'armes? »« Oh, 3 ou 4 ans, » dit Octave. « C'est du plus loin qu'il me souvienne. Quand avez-vous tiré le pistolet en dernier lieu? »« Il y a 6 mois peut-être, mais jamais je n'ai songé à me battre au pistolet. »« Diable, dit M. Dollier, 6 mois? Ceci me contrarie. Tendez le bras vers moi, vous tremblez comme une feuille. C'est un malheur que j'ai toujours eu, dit Octave. M. Dollier, fort mécontent, ne dit plus un mot. L'heure silencieuse que l'on mit pour aller de Paris à Meudon fut pour Octave l'instant le plus doux qu'il eût trouvé depuis son malheur. Il n'avait nullement cherché ce combat, il comptait se défendre vivement. Mais enfin, s'il était tué, il n'aurait aucun reproche à se faire. Dans l'état où étaient ses affaires, la mort était pour lui le premier des bonheurs. On arriva dans un lieu reculé du bois de Meudon. Mais M. de Crèveroche, plus affecté et plus dandy qu'à l'ordinaire, trouva des objections ridicules contre 2 ou 3 places. M. Dollier se contenait à peine. Octave avait beaucoup de peine à le retenir. « Laissez-moi du moins le témoin, » dit M. Dollier. « Je veux lui faire entendre ce que je pense de tous les deux. »« Renvoyez ces idées à demain, » reprit Octave d'un ton sévère. « Songez qu'aujourd'hui, vous avez eu la bonté de me promettre de me rendre un service. » Le témoin de M. de Crèveroche nomma les pistolets avant de parler épée. Octave trouva la chose de mauvais goût et fit un signe à M. Dollier qui accepta sur le champ. Enfin, l'on fit feu. M. de Crèveroche, tireur fort habile, eut le premier coup. Octave fut blessé à la cuisse, le sang coulait avec abondance. « J'ai le droit de tirer, dit-il froidement. Et M. de Crèveroche eut une jambe effleurée. « Serrez-moi la cuisse avec mon mouchoir et le vôtre, dit Octave à son domestique. Il faut que le sang ne coule pas pendant quelques minutes. Quel est donc votre projet, dit M. Dollier. De continuer, reprit Octave. Je ne me sens point faible, j'ai autant de force qu'en arrivant. Je finirai toute autre affaire, pourquoi ne pas terminer celle-ci? Mais elle me semble plus que terminée, dit M. Dollier. Et votre colère d'il y a 10 minutes, qu'est-elle devenue? Mais cet homme n'a voulu nous insulter en rien, reprit M. Dollier. C'est un sot, tout simplement. Les témoins, après s'être parlé, s'opposèrent nettement à un nouveau feu. Octave s'était aperçu que le témoin de M. Crèveroche était un être subalterne, peut-être poussé dans le monde par sa bravoure, mais au fond en état d'adoration constante devant le marquis. Il adressa quelques mots piquants à celui-ci. M. de Mélan fut réduit au silence par un mot ferme de son ami et le témoin d'Octave ne put plus décemment ouvrir la bouche. Tout en parlant, Octave était peut-être plus heureux qu'il ne l'avait été de sa vie entière. Je ne sais quel espoir vague et criminel il fondait sur sa blessure qui allait le retenir quelques jours chez sa mère, et par conséquent pas fort loin d'Armance. Enfin, M. Crèveroche, rouge de colère, et Octave, le plus heureux des hommes, obtinrent au bout d'un quart d'heure qu'on rechargerait les pistolets. M. de Crèveroche, furieux de la crainte de ne pouvoir danser de quelques semaines à cause de son écorchure à la jambe, proposa en vain de tirer à bout portant. Les témoins menacèrent de les planter là avec leurs domestiques et d'emporter les pistolets s'ils se rapprochaient d'un pas. Le sort favorisa encore M. de Crèveroche.
Il visa longtemps et fit à Octave une blessure grave au bras droit. « Monsieur, lui cria Octave, vous devez attendre mon feu, permettez que je fasse serrer mon bras. » Cette opération rapidement terminée, et le domestique d'Octave, ancien soldat, ayant mouillé le mouchoir avec de l'eau-de-vie, ce qui le fit serrer très ferme, « Je me sens assez fort, dit Octave à M. Dollier. » Il tira, et M. Crèvroche mourut, et tomba 2 minutes après. Octave, appuyé sur son domestique, se rapprocha de son cabriolet et monta sans dire un mot. M. Dollier ne put s'empêcher de plaindre ce beau jeune homme expirant et dont on voyait les membres se roidir à quelques pas d'eux. « Ce n'est qu'un fa de moins, dit froidement Octave. Au bout de 20 minutes, quoique le cabriolet n'allât qu'au pas, « Le bras me fait bien mal, dit Octave à M. Dollier. Le mouchoir me serre trop. » Et tout à coup, il s'évanouit. Il ne reprit connaissance qu'1 heure après, dans la chaumière d'un jardinier. Bonhomme fort humain et que M. Dollier avait commencé par bien payer en entrant chez lui. « Vous savez, mon cher cousin, lui dit Octave, combien ma mère est souffrante. Quittez-moi, passez rue Saint-Dominique. Si vous ne trouvez pas ma mère à Paris, ayez l'extrême bonté d'aller jusqu'à Andilly. Apprenez-lui avec tous les ménagements possibles que j'ai fait une chute de cheval et me suis cassé un os du bras droit. Ne parlez ni du duel ni de balle. J'ai lieu d'espérer que certaines circonstances, que je vous conterai plus tard, empêcheront que cette légère blessure ne mette ma mère au désespoir. Ne parlez de duel qu'à la police s'il le faut. Et envoyez-moi un chirurgien. Si vous allez jusqu'au château d'Andilly, qui est à 5 minutes du village, faites demander mademoiselle Armance de Zolioff. Elle préparera ma mère au récit que vous allez lui faire. » Nommé Armance fit une révolution dans la situation d'Octave. Il osait donc prononcer son nom, chose qui s'était tant défendue. Il ne la quitterait pas d'1 mois peut-être. Cet instant fut rempli de délices. Pendant le combat, Octave avait souvent entrevu l'idée d'Armance, mais il se la défendait sévèrement. Après l'avoir nommée, il osa penser à elle un instant. Peu après, il se sentit bien faible. « Ah, si j'allais mourir, se dit-il avec joie. » Et il se permit de penser à Armance comme avant la fatale découverte de l'amour qu'il avait pour elle. Octave remarqua que les paysans qui l'entouraient paraissaient fort alarmés. Les signes de leur inquiétude diminuèrent ses remords de la permission qu'il se donnait de penser à sa cousine. « Si mes blessures tournent mal, se dit-il, il me sera permis de lui écrire. J'ai été bien cruel envers elle. » L'idée d'écrire à Armance, ayant paru une fois, s'empara tout à fait de l'esprit d'Octave. « Si je me sens mieux, se dit-il, enfin pour calmer les reproches qu'il se faisait, je serai toujours le maître de brûler ma lettre. » Octave souffrait beaucoup. Il était survenu un violent mal de tête. « Je puis mourir tout à coup, se dit-il gaiement, et en s'efforçant de se rappeler quelques idées d'anatomie. Ah, il doit m'être permis d'écrire. » Enfin, il eut la faiblesse de demander une plume, du papier et de l'encre. On put bien lui procurer une feuille de gros papier d'écolier et une mauvaise plume, mais il n'y avait pas d'encre dans la maison. Oserons-nous l'avouer? Octave eut l'enfantillage d'écrire avec son sang qui coulait encore un peu à travers le bandage de son bras droit. Il écrivit de la main gauche, et avec plus de facilité qu'il ne l'espérait. « Ma chère cousine, » voilà, c'est là-dessus que nous allons nous arrêter. Je vous remercie de nous avoir suivis. C'était donc Armance de Stendhal. Vous pouvez bien évidemment nous retrouver sur les réseaux sociaux #VBN. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Voilà, passez une excellente journée si vous vous réveillez, une très bonne nuit si vous vous couchez.